Il a vendu les armes qui ont servi pour la tuerie de l'hypercachère, mais comparé au procès des attentats de janvier 2015 comme simple témoin. Ancien membre du service d'ordre du Front National et indique pour les flics, le trafiquant d'armes Claude Herman a dénoncé à la barre un énorme loupé des services de police. Selon lui, les attentats auraient pu même être évités. Une énième provocation d'un personnage haut en couleur? Sans doute. Mais c'est aussi un coup de projecteur sur les ratés du renseignement que tout le monde tente de dissimuler et qui, étonnamment, n'intéresse pas la justice. Pour en discuter, le média reçoit Mathieu Mollard. Bonjour Mathieu Mollard. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du site d'information indépendant Street Press. Bienvenue à Le Média. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un article « 5 services savaient qu'Herman vendait des armes. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté avant les attentats ?» publié ce 2 octobre. Ça vient compléter un long dossier que vous avez consacré en 2017 à ce trafiquant d'armes. Alors, comment vous en êtes arrivé à enquêter aussi longuement sur ce personnage et que faut-il retenir de celui-ci avant les attentats? Nous, on s'intéresse à Claude Herman avec mon collègue Thomas Status au moment des attentats, parce qu'il est arrêté immédiatement après. Ce qui nous interpelle, c'est comment un militant d'extrême droite, identitaire, se retrouve lié à une affaire de terrorisme. Claude Herman, c'est un militaire, d'abord, qui se retrouve viré de l'armée parce qu'il est condamné à une peine de prison. Et à partir de là, il devient à la fois agent de sécurité, mercenaire même, impliqué dans une histoire très compliquée de faux coup d'État au Congo, impliqué dans un autre trafic d'armes qu'on a documenté entre la Croatie et la France, et en même temps un militant d'extrême droite qui est membre du service d'ordre du Front National, le DPS, très controversé à l'époque, et qui ensuite fait partie, est un peu un élément central des milieux identitaires du Nord, où à la fois grenouillent autour de lui des identitaires, des skins d'extrême droite et des policiers qui se retrouvent, tout ce petit monde se retrouve à la Maison Flamande, qui est un bar associatif dont il est le responsable et la figure tutélaire. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas lu vos enquêtes, est-ce que vous pourriez résumer le rôle d'Herman dans la vente d'armes qui ont servi à Mehdi Koulibaly et puis sa rencontre avec Samir Ladjali? Alors, Mehdi Koulibaly, il commet l'attentat de l'hypercachère et il tue une policière qui s'appelle Clarissa Jean-Philippe. Il est équipé de plusieurs armes de guerre, des pistolets automatiques. Ces armes-là sont importées en France par Claude Herman. Claude Herman, il les importe de deux manières. D'abord, il les achète auprès d'un Belge qui s'appelle Patrick Alluent. Il lui achète des armes démilitarisées, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de fonctionner. Il les remilitarise et il les vend. Et il y a une deuxième filière d'armes, c'est-à-dire qu'il achète des armes auprès d'une société slovaque qui s'appelle AFG. Pareil, c'est des armes démilitarisées et il les remilitarise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une norme pour démilitariser les armes. Ça s'appelle la norme de Saint-Étienne. C'est très compliqué de remilitariser une arme qui est démilitarisée selon cette norme-là. Sauf que lui, il les achète en Slovaquie, où les armes sont à peine démilitarisées, où avec 2 coups de perceuse, je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça, on peut les remilitariser. Et Claude Herman, il va acheter des armes, mais des centaines d'armes, au moins 170, peut-être plus. On n'est même pas capable aujourd'hui de chiffrer combien d'armes il a importées. Il les remilitarise, il a été condamné pour ça. Il le nie, lui, être l'auteur de cette remilitarisation, mais il a été condamné pour ces faits-là. Et il les vend. Lui prétend qu'il les vend à un seul homme qui s'appelle Samir Ladjali, et c'est cet homme-là qui, très vraisemblablement, fait le lien vers la filière terroriste d'Mehdi Koulibaly. Alors, quand on lit vos différentes enquêtes, il y a un fait qui saute aux yeux, c'est la relation particulière entre la police et Claude Herman. Lui se tarde d'être des indices les plus prolifiques, malgré des méthodes borderline. Vous écrivez même qu'à Lille, tout ce qui portait un uniforme, ou presque, semblait savoir qu'Herman et sa bande refourguaient des armes par lot. Est-ce qu'on pourrait penser que les services de police ont fermé les yeux sur le trafic d'armes, puisque celui-ci leur donnait des infos ou pas? On peut même aller plus loin. Moi, j'affirme que certains services de police, de gendarmerie, les douanes, savaient, et on peut le démontrer, et nous l'avons démontré, qu'ils savaient qu'ils vendaient des armes et qu'ils ont, ou pour certains, enquêté pas assez vite, puisque malheureusement la fin tragique prouve que c'était pas assez rapide, ou pour certains, n'ont rien fait. Claude Herman est arrêté une semaine à peu près après les attentats de l'hypercachère. 6 mois avant, 5 services différents savaient, et on peut le démontrer, que Claude Herman trafiquait des armes. 1 an avant, la police judiciaire est informée du fait qu'on trouve le génotype, en gros l'ADN de Claude Herman, sur une arme qui est retrouvée dans le cadre d'une affaire de stup. Premier indice, on sait qu'une arme est passée entre ses mains. Ensuite, au printemps, il y a l'ancien responsable du renseignement lillois, qui s'appelle le commissaire Patisson, qui à ce moment-là travaille à la PAF, qui rencontre
un des bras droits d'Herman, qui s'appelle Dubroc, et Dubroc lui dit « Claude Herman achète, remilitarise et vend des armes ». Et ce bras droit, il est en colère contre son chef, entre guillemets, contre Claude Herman, parce qu'il ne lui refile pas sa part. Alors il décide de le balancer. Le commissaire Patisson fait son travail. Il prévient la PJ, et la PJ enregistre Dubroc comme indique, lui aussi. Deuxième indice, deuxième service qui sait. Patisson, il est membre de la police aux frontières. C'est un haut gradé. Il prévient sa hiérarchie. Lui, il a fait son boulot dans cette histoire-là. La PJ, elle enquête. Elle met Herman sur écoute. Au cours de ces écoutes, elle se rend compte que le douanier, qui était l'ancien agent traitant d'Herman, est toujours en contact avec lui. Et ensemble, ils évoquent des armes au téléphone. La PJ le sait. Les douanes le savent, puisque ce douanier-là est entendu sur les écoutes. Et pendant toute cette période, Claude Herman, il est l'agent traitant, il est l'indicateur de 2 agents traitants de la gendarmerie. Eux disent, on ne savait rien. Nous, ils nous donnaient des infos sur des affaires, mais on ne savait pas du tout qu'ils trafiquaient des armes. Sauf que, quand on examine les faits, c'est extrêmement peu crédible. D'abord, il y a un rapport qui est initialement classé secret défense, qui sera déclassifié, sur lequel on voit une photo d'arme. Face au juge d'instruction, les 2 gendarmes disent « C'est vrai, on a vu passer cette arme, Herman nous l'a montrée, et on l'a laissé repartir. » Sauf que c'est illégal de laisser repartir une arme, puisque cette arme, il ne l'a pas légalement. Alors, au tribunal à Lille, au procès des armes, ils disent « Ah, on s'est mal exprimé devant le juge. En fait, Herman nous a envoyé une photo et au pied d'un rapport de rendez-vous, de contact physique, on a rajouté cette photo, on a juste oublié de dire que c'était une photo qu'il nous a envoyée. » Ce qui n'est absolument pas crédible. Et au moins, dans un des 2 cas, ils mentent. Et ces gendarmes vont mentir au tribunal à Lille, au tribunal à Paris, de manière éhontée, et on ne s'en préoccupera pas plus que ça. Nous, on a écrit que ces gendarmes ont menti. Mais il ne se passe rien pour eux. Pour en revenir à ta question, est-ce que les services savaient ? 5 services, police, gendarmerie, douane, renseignement intérieur, police en frontières, savaient qu'Herman trafiquait des armes. Il n'a été arrêté qu'après les attentats. Il y a une autre zone d'ombre au tribunal, c'est le témoignage du douanier. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ou pas ? Alors, le douanier, il s'appelle Sébastien. Ce douanier, c'est le premier agent traitant d'Herman quand il est indique pour les douanes. Parce qu'avant d'être indique pour la gendarmerie, il est indique pour les douanes. Il faut savoir qu'Herman, la justice, les procureurs successifs n'ont cessé de minimiser le rôle d'Herman comme indique. En disant c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais finalement on ne croyait pas trop, c'est pour ça qu'on n'a pas trop prêté attention, parce qu'il faisait des coups un peu nuls. C'est pas vrai. Claude Herman, c'est un indique prolifique qui leur permet de faire tomber des gros dossiers. Et c'est très important. C'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré détourner le regard. Claude Herman, il a fait tomber au moins 2 dossiers d'armes, dont un où il y a eu, je me permets de chercher dans mes notes, 99 interpellations, 450 armes dans le dossier. Ça, c'est Claude Herman, ça s'appelle Arme 52. Il y a un autre dossier qui s'appelle Arme 62, dont le verdict est donné quand Herman est jugé à Lille. C'est en même temps. Et on est au tribunal avec mon collègue Thomas Statuis et on va couvrir ça. Et des personnes sont également condamnées pour trafic d'armes. Donc il fait tomber au moins 2 trafics d'armes. Il met en cause aussi un gang de bikers du Nord qui seront condamnés. Il fait aussi tomber une affaire de stup. Donc Herman, il est un vrai gros indique qui balance beaucoup de choses. C'est pour ça. Et donc d'abord, il commence par balancer aux douanes. Son agent traitant, à un moment, pour des raisons qui ne sont pas très claires, décide d'arrêter de traiter officiellement avec lui. Herman dit, parce que dans un dossier sur lequel on bosse, il y avait des flics infiltrés, des douaniers infiltrés, donc il préfère me refiler à la gendarmerie. Ça, on n'a pas de preuve de ça. On n'a pas de preuve directe de ça. On a plusieurs sources quand même qui nous confirment qu'il y a des noms qui sont apparus dans des dossiers. Ça ne veut pas dire que les gens étaient coupables, mais ils commençaient à mettre les pieds dans des eaux un peu boueuses. Ce douanier, il transmet son indique aux gendarmes. Mais en fait, il continue à bosser avec lui. Et au moment où la PJ enquête, donc en réalité à partir de mars du printemps 2014, sur les écoutes, on entend des conversations entre Claude Herman et ce douanier. Et dans ces conversations, Herman et le douanier citent la société FG, la société slovaque. Donc en fait, ils continuent à bosser ensemble, officieusement. Au procès lillois, le douanier, il est sur le banc des accusés.
pour avoir acheté une arme. Parce qu'il s'est fait piéger par Herman qui l'a filmé. Difficile de nier. Il commence par dire non, mais en fait oui, etc. Il est condamné. Lui dit d'abord non, je ne l'ai pas vraiment acheté. Puis après il dit ok, je l'ai acheté, mais c'était pour voir jusqu'où Herman pouvait aller. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Et au procès d'Herman en appel, au procès des armes en appel, il y a de nouveau le douanier en appel sur le banc des accusés. Lui-même n'a pas fait appel quand même. Mais c'est un appel global, donc il se retrouve à être jugé. Et en appel, il sort de son chapeau un document de sa hiérarchie qui dit « En fait, c'est vrai, on a demandé à ce douanier de pousser Herman ». Comment ce document n'existait pas au premier procès et existe au procès en appel? Puis ça marque aussi un peu un délit, c'est l'incitation au délit. Ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est ça. Si le douanier a réellement fait ça, il est dans l'incitation parce qu'il aurait poussé Claude Herman, il aurait potentiellement poussé Claude Herman à lui vendre une arme. On est dans une espèce de zone grise, c'est vrai. S'il l'a fait, c'est illégal. Après, aujourd'hui, le douanier est acquitté. Il a reconnu avoir acheté cette arme, mais il est acquitté de tout fait. Moi, je ne crois pas que ce douanier ait, à titre individuel, entre guillemets, plus mal agi que les autres. Il est juste d'un système de traitement des indices où on est dans des zones grises, où on ferme les yeux, où on utilise des indices qui ne sont pas forcément enregistrés. Et lui, il fonctionne de ce système-là. Il s'est fait lâcher par sa hiérarchie, alors que c'est un fonctionnement, comme le montre le fonctionnement d'ailleurs des gendarmes à côté, assez générique. Et la hiérarchie en appel vient lui, pardonnez-moi l'expression, sauver les miches dans cette histoire-là. Mais voilà, on est dans le nœud du problème. On utilise des indices et on est sur, à minima, sur la ligne de crête, peut-être même des fois dans l'illégalité, pour faire des coups, pour faire tomber des grosses affaires, des bandits du Nord, des trafiquants d'armes, etc. Sauf que là, la fin est terrible, elle est dramatique. Et toutes ces zones d'ombre, comment elles sont traitées au tribunal? Tu dis que les juges évoquent pas du tout les zones d'ombre qui... Alors, il faut distinguer les différents procès. On est en plein procès Charlie Hebdo, Hypercacher, Clarissa Jean-Philippe, qui sont les 3 gros dossiers de ces terroristes. Dans ce cadre de ce dossier-là, Herman n'intéresse pas tellement. C'est assez étonnant parce que c'est les avocats qui ont demandé à ce que Herman soit appelé en qualité de témoin. Certains s'indignent du fait que les 2 affaires soient disjointes. Objectivement, ça s'entend juridiquement que les 2 affaires soient disjointes. Ça pouvait s'entendre aussi de les regrouper. Parce qu'il faut être clair, il y a trafic d'armes et association terroriste, c'est ça? Exactement. La logique, c'est de dire que tous ceux qui ont commis les attentats ou qui avaient connaissance que ce qu'ils faisaient servait à un attentat, ou on peut penser qu'ils avaient connaissance, ils sont dans le procès de Paris qui est en ce moment. Tous ceux qui étaient en lien avec les armes, mais où, comme c'est Claude Herman, honnêtement, rien ne permet d'affirmer que Claude Herman savait que ces armes allaient finir dans le cadre d'un attentat. Et je ne pense pas, pour avoir beaucoup bossé sur l'affaire, que Claude Herman, une seule seconde, pensait ça. Oui, il y a eu de nombreux intermédiaires. Il y a eu des intermédiaires entre les deux. Pour lui, il vend des armes au grand banditisme. Samir Ladjali est quelqu'un qui est connu comme étant une figure du milieu ou du banditisme du Nord. Voilà, il ne pense pas du tout à rentrer dans une filière terroriste. Ces 2 affaires sont disjointes. Herman, il est entendu en qualité de témoin à Paris dans le procès qui se tient en ce moment. Dans ce procès-là, ce qui est très étonnant, c'est que quand il... Alors lui, il est entendu à la barre, on lui pose des questions, on lui demande est-ce que c'est mal de vendre des armes, est-ce que vous culpabilisez? Très bien, mais ça aide... Certes, c'est très mal ce qu'il a fait, mais est-ce que ça contribue à faire éclater la vérité, ce genre de questions? Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Et les gendarmes qui sont entendus également en qualité de témoins arrivent à la barre. Le président du tribunal, le parquet n'ont pas de questions. C'est les avocats de la défense? C'est les avocats de la défense qui posent des questions. Avant ça, il y a eu le procès lillois des armes. Là, le juge, c'est Trévidic, qui est un juge antiterrorisme à la base, qui se retrouve à Lille. Lui, il a posé des questions. Lui, il s'est intéressé à ce volet-là. Après, Trévidic, il peut agir uniquement dans le cadre de ce qu'il a été saisi en réalité. Il ne peut pas aller au-delà. Les gendarmes qu'il a en face de lui sont là en qualité de témoins. Ce n'est pas lui qui en décide et il ne peut pas aller plus loin. Mais il a posé des questions. Il a même tellement trouvé ça bizarre que le jour où les gendarmes sont entendus, c'est un jour très particulier au tribunal. C'est un procès qui dure à peu près 1 semaine. Les gendarmes disent ce qu'on a à dire doit rester confidentiel. Notre identité doit rester confidentielle. Ils demandent le huis clos total. Trévidic dit OK pour un huis clos partiel. C'est-à-dire que les journalistes pourront être là. Ça veut dire que
mon collègue Thomas Status et moi, avons été témoins de ces auditions. Ils arrivent à la barre, les gendarmes. D'abord, il y a un colonel qui se présente, qui est leur chef. Ils lui disent « Expliquez-nous comment, dans le renseignement de la gendarmerie, on traite les indiques. » Le colonel dit « Nos méthodes sont secret défense. » Même pas ce qu'on nous a dit. Nos méthodes de travail sont secret défense. Et ils vont tout le temps agiter le secret défense pour répondre à tout. Puis arrivent les agents traitants d'errement. Ils ont une petite feuille entre les mains et ils lisent une version qui a été écrite en avance pour eux, soyons honnêtes. Ils le lisent. Et dès qu'on leur pose des questions, ils perdent pied. Et ils commencent à se contredire. Et c'est là qu'apparaissent ces contradictions, cette arme qui était d'abord qu'ils ont vue et puis finalement qui était sur une photo. Et ils s'embrouillent. Et là, le président du tribunal, Trévidic, il se rend compte qu'ils sont en train de mentir. Il se rend tellement compte qu'il craint qu'ils accordent leur violon pendant la pause déjeuner, ils suppriment la pause déjeuner. Et on a 8 heures ou 9 heures d'audition continue, sans pause repas, pour que les mecs puissent pas se coordonner, parce que tout le monde voit qu'ils mentent. Et ce mensonge, il explose à ce procès-là. Mais ce procès-là, il a lieu à Lille. Il n'y a que quelques journalistes. Voilà, Le Monde est là quand même. Les journalistes, la Voix du Nord, Street Press, on est là et on l'écrit. On voit ce mensonge sauter aux yeux. Et puis, ce jour-là, on nous informe. Je discute avec des gens du tribunal et on me dit qu'il y a un général de gendarmerie qui est dans les couloirs. C'est tellement un dossier sensible qu'il y a un général qui s'est déplacé. Les renseignements territoriaux sont dans la salle. On sent qu'on est sur un truc qu'il ne faut pas que ça sorte. Et ce jour-là, la version officielle se fissure. Et hop, finalement, on remet tout sous terre et le procès se termine. Et à Paris, il s'est un peu passé la même chose. Ça s'est moins fissuré, ça a moins sauté aux yeux. Mais il y avait beaucoup plus de témoins, puisqu'il y a près de 500 journalistes accrédités à ce procès. Avant de finir, on est d'accord que Claude Hermand a purgé sa peine en partie, c'est ça ? Alors Claude Hermand, il a été condamné à 8 ans de prison, il a purgé une partie de sa peine, aujourd'hui il est en liberté conditionnelle, c'est tout à fait normal, c'est le droit qu'il prévoit et c'est très bien, mais en tout cas il est en liberté, pour le coup ça c'est normal. On le voit, vous avez fait un excellent travail sur cette affaire. Comment on peut vous soutenir à Street Press ? Merci beaucoup. Street Press, comme le média, sont des médias indépendants et nos deux médias vivent en partie, en tout cas nous en partie, vous encore plus, du soutien des lecteurs. Et vous pouvez aller sur streetpress.com, soutenir, nous faire un don, 1 euro, 4 euros, et devenir, nous on dit supporters, vous dites socios, mais le principe est le même, et soutenez nos deux médias. C'est grâce à ça, à vous et votre aide qu'on peut faire ce travail-là. Merci.